Liberty. Nous recevons aujourd'hui un universitaire congolais et activiste dans la diaspora congolaise, Monsieur Prosper Wanda Moussoki. Bonjour. Bonjour, Monsieur Niwaniango. Ça fait un bail que vous n'êtes pas passé sur Congo Liberty. J'ai eu du mal à vous avoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous boudiez Congo Liberty? Non, pas du tout. Vous le savez très bien. Enfin, c'est toujours pour moi un plaisir d'échanger avec vous, ici sur ce plateau. Et d'ailleurs, partout où nous croisons pour parler et agir pour le Congo. Mais j'ai eu des impératifs qui ont fait malheureusement que je ne pouvais pas passer. En tout cas, c'est un plaisir pour nous aussi de vous avoir dans nos studios. Vous savez qu'on aime bien vos analyses. Et on va commencer par la situation politique en France. On a vu l'élection d'un jeune président, M. Emmanuel Macron. Beaucoup fantasment sur sa capacité de changer la politique africaine de la France. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je pense qu'en ce qui concerne la France, l'élection de M. Macron pour la France, je pense que c'est une bonne chose, parce que ça chamboule un peu tout, ça remet les choses en place. C'est quand même, je pense, pour beaucoup de gens, une bonne chose de voir comme ça arriver au pouvoir un jeune, et qui met un peu, en fait, tout sens dessus, sens dessous, gauche, droite. Bref, je crois que attendons voir. Maintenant, en ce qui concerne les relations france-africaines, bon, vous savez, moi j'observe tel que ça se passe et j'ai remarqué une constante. Disons, depuis ces deux derniers quinquennats, lorsque, comment on l'appelle déjà, lorsque Sarkozy arrive au pouvoir en 2007, je me rappelle, son pouvoir est marqué par le sceau de la rupture, et en ce qui concerne les relations france-africaines, je me rappelle encore, je crois que les gens qui suivent l'actualité France-africaine se rappellent qu'au discours, par exemple, du Cap, à côté de Thabo Mbeki, Sarkozy martèle qu'avec lui, les relations incestueuses entre l'Afrique, enfin certains dirigeants africains et un certain milieu politico-financier, économico-financier de France, ces relations-là changeront, que lui, il doit vraiment arrêter cela. Mais on a vu la suite. D'ailleurs, rappelez-vous, le ministre Jean-Marie Bockel à l'époque, en suivant à la lettre ce que Sarkozy avait déclaré, est parti lui aussi jusqu'à dire qu'il mettrait, qu'il signerait l'arrêt de mort ou l'acte de décès de la France-Afrique. Mais on sait ce qui est arrivé après. Alors, ça a beaucoup changé. À votre avis, comment pourrait-on infléchir cette politique? Est-ce que c'est les Africains sur place qui doivent faire infléchir cette politique, comme le disent certains, en mettant devant le fait accompli la puissance française? Est-ce que la diaspora africaine en France a les moyens d'infléchir cette politique? Je vais répondre à votre question, mais en fait, je n'avais pas terminé non plus mes observations, parce que j'ai parlé de Sarkozy, mais lorsque Hollande arrive au pouvoir également, on sent qu'au tout début, effectivement, lui aussi, le discours de Dakar parle aussi de mettre fin à ces relations france-africaines. Et à la fin, donc, on a vu ce qui s'est passé. Pour dire qu'en réalité, lorsque le président français arrive au pouvoir, il n'est pas au fait de ce qui se passe réellement. Parce que la France-Afrique est une espèce de nébuleuse, une espèce de société secrète. Comme fonctionne la société secrète, seuls ceux qui sont à l'intérieur savent comment ça se passe. Donc ceux qui arrivent au pouvoir, M. Macron qui arrive au pouvoir, je parie qu'aujourd'hui, même vous, si vous discutez avec lui sur les problèmes des relations france-africaines, il n'en sait pas grand-chose. Et c'est normal, il n'a pas été voté pour cela par les Français. Mais vous verrez que lorsqu'il sera mis au parfum des choses, au tout début, peut-être qu'il défendra les peuples africains, qu'il condamnera la dictature, mais après se rendra compte que les intérêts français sont tels que, malheureusement, il préférera suivre l'adage du général de Gaulle, que la France n'a pas d'amis, n'a que des intérêts. Donc c'est à nous, évidemment, il nous revient à nous, Africains, de travailler dans ce sens-là. Moi, j'ai vu beaucoup de compatriotes ont soutenu Macron, se sont affichés avec Macron. C'est une très très bonne chose. Mais, cela est peut-être nécessaire, mais pas suffisant. Il ne faut pas que cela s'arrête en si bon chemin. Il va falloir que nous, Africains qui sommes ici, soyons vigilants, de telle sorte que, pour ceux qui ont des relations avec le pouvoir actuel, qu'on soit vigilant de telle sorte que toutes les fois qu'il y aura des écarts qui aillent dans le sens contraire des intérêts africains, que ceux qui se sont affichés avec Macron et son équipe soient aussi capables d'interpeller le gouvernement en place et aller même plus loin, c'est-à-dire pour les élus par exemple, aller descendre sur le terrain, informer les élus, les mandants sur les relations que
le pouvoir français entretient avec les dictateurs africains. Donc c'est surtout à nous de faire le travail. C'est surtout à nous de faire le travail. Aujourd'hui, en tout cas en ce qui concerne le Congo-Brazzaville, il y a M. Denis Sassou Nguesso qui dit qu'il n'y a pas de crise au Congo-Brazzaville, ni politique ni humanitaire. Il y a les élections législatives qui vont se tenir le 16 juillet, en tout cas le premier tour au Congo-Brazzaville, et il y a des hommes politiques qui vont à ces élections-là. Est-ce que finalement M. Denis Sassou Nguesso, en organisant ces élections, ne prouve pas qu'il n'y a pas de crise politique au Congo? Oui, mais déjà en ce qui concerne le problème de crise, vous savez, avec M. Denis Sassou Nguesso, je pense que lui aussi reste constant dans son déni. M. Denis Sassou Nguesso n'a jamais assumé les actes qu'il pose. Il ne les assume pas. Il y a bel et bien crise, on le sait, tout le monde le sait. Il y a des témoignages. Enfin, je pense que nous vivons comme au XXIe siècle, où on est au courant de ce qui se passe à des kilomètres d'ici. Donc on sait très bien, il le dit. Il est conscient du fait que c'est vrai. Oui, mais on va revenir sur, en tout cas, les informations sur le pool, mais quand on voit des hommes politiques congolais, comme Tsassi Mabiala qui appelle les Congolais à s'inscrire sur les listes électorales, est-ce que vous ne pensez pas qu'un étranger ou que des puissances étrangères rétorquent aux Congolais qui disent qu'il y a une crise, que finalement il n'y en a pas eu? Non, mais je pense que tout le monde le sait très bien. Vous savez, nous vivons ce que l'on appelle, c'est vraiment la société du spectacle, dénoncée par Guy Debord. La société du spectacle, c'est-à-dire en fait, on vous montre une fausse réalité, on vous montre un spectacle, et on veut que vous preniez ce spectacle pour la réalité. Les législatifs, nous savons très bien que nous avons affaire à un régime, mais qui est porté, mais vraiment par deux piliers essentiels, la violence politique et le terrorisme d'État, d'un côté, et de l'autre côté, la fraude électorale. Comment pouvez-vous espérer gagner des élections avec un régime tel que celui-là? Ceux qui se disent de l'opposition et qui partent aux élections, malheureusement, je pense qu'ils ne sont mus ni par l'éthique de la responsabilité, ni par l'éthique de la conviction. Je pense qu'ils y vont tout simplement pour des petits intérêts mesquins, des petits intérêts particuliers. Vous allez voir que parmi ceux qui effectivement acceptent déjà d'y aller, parmi eux, eh bien, seront nommés des députés, seront nommés plus tard des sénateurs, ou alors d'autres auront des postes de responsabilité dans l'administration. Donc ils y vont, eh bien, ce n'est pas qu'ils y croient. Ils savent très bien que sur déjà un fichier qui est déjà pipé, on ne peut pas comme ça aller à des élections qui soient crédibles. Donc pour vous, les hommes politiques qui vont à ces élections-là sont des complices de M. Denis Sassou Nguesso. Mais moi, je pense qu'il va falloir vraiment sans vous interrompre, il va falloir qu'il prouve vraiment le contraire, mais avec les éléments que j'ai en ce moment. Non, mais qu'en se présentant, qu'on assiste, je ne sais pas moi, à une espèce, je ne sais pas ce qu'ils pourront faire pour prouver le contraire, mais une fois de plus, moi, avec les éléments d'analyse que j'ai, eh bien, pour moi, rien d'autre ne justifie le fait qu'il se présente aux élections législatives, parce que quand on voit aussi la situation du pays avec ce qui se passe dans le pool, enfin, on y reviendra. Je pense qu'il est inadmissible d'aller à ces élections-là. En ce qui concerne le pool, il y a un rapport du gouvernement américain, en tout cas du département d'État, qui parle de la guerre dans le pool. M. Denis Sassou Nguesso, dans une interview accordée à France 24, dit que le département d'État américain ne s'est jamais rendu dans le pool et qu'ils étaient mal informés. Est-ce que vous ne donnez pas raison à M. Denis Sassou Nguesso? Oui, bon, enfin, M. Denis Sassou Nguesso, depuis un moment, en fait, se lance dans des sorties internationales, en fait, qui sont affligeantes, parce que je ne vois pas comment, à ce niveau-là, on peut, comme ça, tenir des propos pareils. Pensez-vous qu'au XXIe siècle, il faut qu'on soit sur place pour se rendre compte de ce qui se passe? Pensez-vous qu'il n'y a pas assez de témoignages pour que le département d'État américain soit au courant de ce qui se passe? Vous savez, les massacres de Boko Haram ont été révélés par des images satellitaires. Donc les Américains étaient au courant de ce qui se passait. On a bien vu, quand Ben Laden a été abattu, le président Obama a suivi ça en direct à des milliers de kilomètres de là. Donc je pense que M. Denis Sassou Nguesso c'est très bien, puisque ce que le département américain dit est relayé aussi par des organisations qui sont sur place, des organisations congolaises qui sont sur place. Donc on ne peut pas nous faire croire que ce rapport du département américain n'est qu'une vue de l'esprit, ça n'est pas vrai. Et M. Sassou Nguesso le sait très bien, mais il ne l'admettra pas. Ça veut dire que M. Denis Sassou Nguesso n'a pas pris en compte
le fait qu'il y a aujourd'hui des technologies qui peuvent prouver à des distances que des massacres se font ou autres. Non, en fait, il a compris, mais il fait comme s'il n'avait pas compris. C'est-à-dire que c'est ce que je disais, en fait, on vous montre un spectacle et on vous dit, allez-y, c'est vrai ce que... Mais il le sait très bien. Il le sait. Vous savez, la société du spectacle, c'est comme ça. Quand vous allez au cinéma, dès que vous payez votre place, dès que vous franchissez le seuil de la salle obscure, eh bien, vous signez le contrat tacite que tout ce qui va s'y passer est vrai. Mais vous savez que ça n'est pas vrai. Mais on va faire comme si c'était vrai. Et nous vivons dans ce monde-là. Monsieur Denis Sassou Nguesso sait très très bien que les Américains... Mais tout le monde sait ce qui se passe au Congo. Tout le monde sait, mais le reportage d'RFI parle de guerre oubliée. Ça veut dire que la communauté internationale fait semblant de ne pas voir des massacres dans le pool, si je suis votre raisonnement. Oui, bien sûr, la communauté internationale aussi fait semblant de ne pas voir. Vous savez, nous sommes dans une situation malheureusement telle que, eh bien, c'est vrai que nous Congolais qui nous battons pour les populations, nous pouvons être soutenus par la communauté internationale, c'est vrai. Mais je pense que, eh bien, il va falloir plutôt que nous nous aidions pour que le ciel nous aide. Il ne faut pas compter en une espèce de Deus ex machina qui tomberait du ciel européen ou américain pour venir sauver la mise. Je pense que c'est nous-mêmes d'abord qui devons vraiment nous mettre au travail. Et s'il y a des soutiens, eh bien, ils viendront après. Monsieur Denis Sassou Nguesso va continuer à tout nier. Enfin, voyons, c'est quand même pas parce qu'il élève des autruches à Oyo qu'il doit systématiquement avoir le réflexe de se fourrer la tête dans le sable quand les vrais problèmes du Congo lui sont posés. Oh, Prosper Mwanda Musoki sur Congo Liberty. On est sur la situation dramatique du pool. Est-ce que vous avez d'autres informations que celles que nous avons suivi sur RFI? C'est quand même dommage aujourd'hui que les informations sur le pool soient à ce point divulguées par un média autre qu'un média congolais. Oui, parce que sur place, effectivement, bon, quels médias vous avez? Vous savez, les quelques journalistes qui essaient de faire leur travail, vous voyez quelle guerre on leur mène. Hein. Il y en a qui sont en prison au moment où nous parlons. Il y a à peine quelques propagandistes qui sont là, qui en fait interviennent pour non pas défendre le Congo, mais défendre un pouvoir. Donc il est vraiment difficile, puisque le régime en place a fait main basse sur tout ce qui est bien d'État, et bien, ils ont des moyens qui font que malheureusement, eh bien, il n'y a pas assez de journalistes congolais qui puissent, par exemple, aller sur le terrain pour constater ce qui se passe. Et puis, une fois de plus, nous sommes dans une situation telle que, malheureusement, vous savez, la communauté internationale qui, des fois, pouvait s'impliquer, mais vous savez, depuis le précédent libyen, eh bien, ils ne veulent pas aller plus loin parce qu'ils se disent aussi, enfin, l'argument qu'on avance demain, c'est l'argument de la stabilité. Hein. Si M. Denis Sassou Nguesso part, qu'est-ce qui va se passer? D'ailleurs, vous verrez que dès qu'il en a l'occasion, M. Denis Sassou Nguesso brandit comme ça l'épouvantail du précédent libyen pour dire que eh bien c'est lui ou alors ça va être le chaos. Prosper Mwanda Musoki sur Congo Liberty, on parle de la guerre du pool, mais tous ceux qui avaient parlé d'une guerre purement tribale, c'est-à-dire que l'instinct tribal de M. Denis Sassou Nguesso l'envoyait dans le pool pour massacrer les populations, aujourd'hui on peut leur opposer le fait qu'on a un premier ministre de la région de la Lekoumou, de la région donc des Grognares, donc du sud du pays, et vous avez des porte-paroles comme Thierry Mongala qui sont du sud, donc ce n'est pas simplement une guerre qu'opposent des tribalistes nordistes à une région du sud, c'est aujourd'hui tant les sudistes que les nordistes, en tout cas qui font partie de ce clan, qui s'acharnent sur une région. Est-ce que vous pensez que c'est purement un clan, qu'on est au-delà du tribalisme, qu'on est au sein d'une communauté d'intérêt d'un clan? Oui, vous savez, moi je n'ai jamais pensé que c'est vraiment un problème qui oppose le nord et le sud. Je n'ai jamais pensé que ce sont les Mochis qui en veulent au Bas-Congo, hein, la Saint-Su, hein, au sens large du terme. Je n'ai jamais pensé comme cela. Mais une chose est vraie, c'est qu'il y a un noyau quand même, un noyau qui est autour d'un clan. Et dans la majorité, la majorité ressortissant de la cuvette, il y a un petit noyau comme ça qui, pour je ne sais quelle raison, a décidé comme ça d'en imposer aux autres communautés. Il y a peut-être des rancœurs, des rancunes qui remontent, mais à des années, en fait, que je ne pourrais peut-être pas déterminer ici. Le fait que dans le gouvernement, dans le régime, généralement parlant, il y a aussi des originaires du Sud ne veut absolument rien dire, puisque, vous
savez, toutes les fois qu'une communauté, un groupe a voulu en imposer à un autre, il n'y a jamais eu de contact vraiment direct. Toutes les fois que ça s'est passé comme ça, eh bien, on a toujours prélevé au sein de la communauté qu'on veut dominer quelques éléments, des éléments qui, en fait, qui présentent une espèce d'interface, donc, qui sont avec le pouvoir, hein, par les intérêts mesquins, et l'autre face, eh bien, avec les populations, par un lien ténu, hein, parce qu'ils sont originaires de ces contrées-là, ou qu'ils parlent la même langue que ces populations-là. Mais, en fait, au lieu de défendre les intérêts des populations, en fait, ou des pays, des régions dont ils sont originaires, des départements dont ils sont originaires, ils privilégient plutôt de défendre le pouvoir parce que, eh bien, le pouvoir les tient en laisse et la laisse est serrée au niveau du ventre. On en est là, malheureusement. Oui, mais quand même, quand vous avez un Premier ministre aujourd'hui, en tout cas celui de M. Denis Sassou Nguesso, qui est un ancien banquier, qui a quand même une retraite conséquente, hein, c'est un ancien gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale, il a été ministre de l'économie, on sait qu'il est propriétaire en France, vous pensez quand même qu'il a des problèmes de vente? Est-ce que demain, vous allez considérer M. Clément Mwamba, M. Thierry Mongala, M. Pierre Mabiala, je cite ces noms parce que ce sont des ressortissants du Sud, aussi responsables des massacres dans le pôle que M. Denis Sassou Nguesso? Oui, alors, déjà, en ce qui concerne, bon, quand je dis le ventre, oui, vous savez, il y a le ventre, il y a le pouvoir aussi. Tu sais, vous savez, le pouvoir... Il faut avoir il faut avoir des épaules solides. Hein. Le pouvoir, des fois, il y a des gens qui peuvent, c'est vrai, avoir des moyens. Sinon, Trump ne se serait pas présenté, hein, n'est-ce pas? Il a quand même eu de l'argent aussi. Mais c'est ce pouvoir-là aussi. Vous savez, je vais vous raconter une anecdote. Non, je vais vous donner un exemple. Vous savez, il y a c'est une espèce de coutume qui n'a pas lieu chez nous, mais surtout en Afrique de l'Ouest. Vous savez, l'excision qui se passe dans ces pays-là, par exemple. Vous verrez, par exemple, qu'autour des filles qui sont malheureusement victimes de cela, il y a des espèces de matrones. Hein. Ce sont des dames qui, parfois, elles aussi, ont subi ces sévices-là, qui savent très bien que ça n'est pas bien, mais vous les verrez, souvent, elles sont les plus ailées. Ce sont elles qui entourent les victimes, entre guillemets. Et vous pensez que c'est pourquoi? C'est parce qu'en fait, ça leur donne... Elles savent très bien que ce qui se passe, ça n'est pas bien pour ces filles-là. Mais ça leur donne une espèce de pouvoir. Donc vous verrez également, si parmi les ministres ou les députés qui sont là, il y en a qui ont déjà peut-être beaucoup d'argent et qui sont déjà riches, mais il y a aussi, eh bien, cet appât du pouvoir, malheureusement, qui fait qu'il y a des gens qui sont prêts à, je ne sais pas, vendre leur âme et puis pour avoir le pouvoir, nonobstant le fait qu'on est en train de massacrer les gens. Prosper Mwanda Moussoki, je vais revenir à ma question. Est-ce que vous mettrez dans le même banc des accusés M. Denis Sassou Nguesso, M. Clément Mwamba? Oui, mais écoutez, vous savez, bon, ils sont en train tous de gouverner ensemble. Hein, donc, tout ce qui est en train de se passer, eh bien, ils sont solidairement responsables de ce qui se passe. Maintenant, évidemment, il faudra peut-être prévoir qui a fait quoi, mais, une fois de plus, ils sont solidairement responsables. Alors, on va en venir à la solidarité par rapport aux populations du pôle. On a quand même l'impression que les populations du Kwilu, même de la Sangha, ne se sentent pas du tout concernées. En tout cas, vu ce que nous constatons, on peut être emmené à cette conclusion qui peut être erronée, hein, mais on ne voit pas du tout de solidarité autour des populations du pôle. Est-ce que vous avez le même sentiment? Ah oui, moi j'ai vraiment le même sentiment parce que on a l'impression que le département du Pôle est un département isolé quelque part, une espèce d'îlot dans un océan de nulle part. Vraiment, on ne voit pas du tout cette solidarité-là. Parce que là, par exemple, bon, on a appris que certains se retrouvent, vous savez, les parties frontalières avec la Bouenza. Mais je pense qu'il va falloir quand même que les populations, de toutes les régions d'ailleurs, bon, déjà ceux qui sont, les populations qui sont limitrophes du Pôle, peuvent, c'est vrai, dans une certaine mesure, trouver quand même moyen, trouver des passerelles pour aider leurs congénères du Pôle. Je pense qu'il n'y a même pas à se cacher, il faut carrément l'afficher, faire comprendre au régime en place que, eh bien, le Congo est une, que vous soyez de la Sangha, de la Likwala, de la Likumu, de la Bouenza, du Kwilu, bref, que tous les départements, les Congolais montrent qu'ils sont vraiment solidaires de leurs congénères du Sud, du Pôle. Parce que vous savez,
Ça commence comme ça, mais là d'ailleurs, je crois que déjà au niveau de la Bouenza, on commence déjà à sentir le soubresaut. Hein. Il ne faut pas que les gens attendent que ça arrive dans leur département, il faut vraiment être solidaire. Et moi j'aimerais aussi insister sur une chose, parce que là c'est ce qui se passe en ce moment, c'est vrai, qui est vraiment grave, et sur lequel il faudra vraiment se pencher. Et moi je pense qu'une fois la démocratie rentrée, il faudrait qu'il y ait vraiment un traitement spécial pour le département du Poul, avec tout ce que ce département est en train de subir. Mais aussi, vous savez, il faut aussi, je pense qu'il faut voir loin. Chez les Congolais, on entend souvent l'adage gouverner, c'est prévoir. Mais vous savez, si ce problème-là n'est pas résolu, qu'est-ce qui peut se passer dans les années à venir? Moi, j'entends ici et là des gens parler d'esprit revanchard. Je trouve que c'est vraiment c'est cynique, hein, dire que voilà, mais non. Moi, j'ai entendu même ici au niveau de Paris des camarades de lutte dire oui, mais si lui il part, je ne veux pas que des revanchards arrivent au pouvoir. Mais entre-temps, on fait quoi? Alors, on parle, en tout cas, vous avez parlé de ce qu'on appelle un plan Marshall pour le département du Poul lorsque la démocratie sera installée. J'imagine que l'installation de la démocratie va concorder avec le départ de M. Denis Sassou Nguesso. Comment on fait pour faire partir M. Denis Sassou Nguesso du pouvoir lorsqu'on voit que les élections présidentielles n'ont pas suffi à le faire partir? Mais vous savez, les Congolais avaient montré le chemin, c'était les Congolais du Nord et du Sud. En septembre, le 27 septembre, si je me rappelle bien, 2015, vous savez, les Congolais étaient prêts à marcher. Ce régime dictatorial ne craint que cela, le fait que les gens marchent. Les Congolais ont essayé, mais on a l'impression que les Congolais n'ont pas la classe politique qu'ils devraient mériter. Les leaders politiques n'ont pas suivi. Lorsque le peuple a été malmené, lorsque la population a subi des violences à répétition, il revient à des hommes politiques de prendre l'initiative. Sur place, je pense qu'il y a quand même des politiques qui ont derrière eux aussi des gens. Il faut à un moment qu'ils prennent leurs responsabilités. Parce qu'une fois de plus, jamais on ne pourra régler le problème par le dialogue. Parce qu'il n'y a jamais eu de dialogue. Ce régime-là ne pourra jamais partir par le dialogue. Comment on fait pour faire partir M. Denis Sassou Nguesso? Je vais vous poser la question clairement. Certains disent que M. Denis Sassou Nguesso ne pourra partir que par la force des armes. Dans ce cas, est-ce qu'il n'est pas préférable de donner un coup de main à M. Ntoumi, c'est-à-dire que des militaires qui veulent que M. Denis Sassou Nguesso parte rejoignent M. Ntoumi? Est-ce que vous appelez à une révolution de palais? Comment on fait? Oui, il y a plusieurs possibilités. Donc moi, je vous ai parlé effectivement du soulèvement populaire qui n'a pas pu avoir lieu, mais qui est donc une des possibilités. L'aspect militaire que je ne maîtrise pas parce que je ne suis pas militaire, oui, c'est aussi une possibilité. Mais étant vraiment... obligé d'en arriver là. Moi, j'ai toujours pensé que le génie humain peut faire de telle sorte qu'on résolve les choses, les problèmes. Mais bon, quand on a en face de soi un régime tel que celui-là, qui reste malheureusement autiste, on se pose vraiment des questions. Mais l'aspect militaire, une fois de plus, je ne la maîtrise vraiment pas. C'était l'interview de Prosper Mwanda-Onsoki, que je remercie d'avoir accepté l'invitation de Congo Liberty. J'espère vous revoir très prochainement sur Congo Liberty. Je l'espère aussi. Très bon week-end. Merci à vous aussi. À bientôt. Au revoir.